9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, nous parlons beaucoup de questions d'économie ce matin, mais très concrètes et abordables. Parce que souvent, quand on va parler d'économie, on va dire « Oh là là, oui, c'est pas simple, etc. » Et d'ailleurs, la personne qui était avec nous tout à l'heure, Joseph Chouefati, fondateur de la société Goodès, me le disait, il me disait, juste en préparant l'interview tout à l'heure, les Français n'ont pas suffisamment de notions d'économie, alors que c'est fondamental parce qu'on gère tous notre portefeuille. On en parle avec Philippe de Sertine. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit L'horizon des possibles, c'est votre nouveau livre, parce que vous en avez déjà plusieurs, aux éditions Robert Laffont, Économie, innovation, écologie, construire le siècle qui vient. C'est vrai. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, nous sommes dans une période où tous les discours sont plutôt alarmistes, pessimistes. Et vous, ça fait du bien quand même d'entendre ça. Après, est-ce que ça va se réaliser? Vous êtes plutôt optimiste quand même, quoi. Vous mettez tout de suite une condition. Oui, bien sûr. Non, mais c'est quand on dit tout va bien aller, on sait que Alors, il faut être prudent et vigilant. Quand on prend la route, c'est exactement la même chose, quoi. Alors, en fait. Voilà, exactement. Mais dans le livre, je dresse un diagnostic absolument, on va dire, le plus clair possible, et donc avec ses côtés très très sombres. Mais ce que je crois effectivement, ce que vous dites, c'est que le sentiment général que les choses vont pas bien, c'est qu'on sent qu'on est en fin de cycle. On est, moi j'appelle ça même un méga cycle du point de vue mondial. Nous Français, on voit bien que notre modèle ne marche plus. Et ça vous rend effectivement pessimiste et nostalgique d'ailleurs souvent. Alors attendez, Philippe de Sertine, il faut bien remettre, et vous le faites justement du contexte. On dit nous, notre modèle ne marche plus ici, et pourtant les 3/4 des pays sur la planète voudraient notre modèle. Les 3/4 des pays sur la planète voudraient. Vous allez en Asie, vous allez en Afrique, vous allez en Amérique. Pardon, mais ils sont un peu sur cette recherche quand même. Voudraient avoir notre espérance de vie. Non, vous voyez, ils sont pas en train de dire on veut vivre exactement comme vous. D'ailleurs, souvent on voit que les Occidentaux aujourd'hui ont un vrai problème de valeur. Se déplacer, ils veulent. Ils veulent notre espérance de vie, ils veulent que leurs enfants aient notre espérance de vie. C'est ça. Et d'ailleurs, je reviens sans arrêt sur cette logique fondamentale en disant non, ne nous trompons pas. Ils veulent pas 2 heures de bouchon le matin et 2 heures de bouchon l'après-midi. C'est pas ça qu'ils veulent. Et pourtant, ils l'ont de plus en plus. Emmanuel Macron qui était au Vietnam, au Vietnam aujourd'hui, il y a des bouchons en fait à n'en plus finir. Alors qu'il n'y en avait pas il y a 20 ans. Et je connais bien par exemple ces pays, et ils vous diront pas que c'est l'idéal. Mais juste, vous voyez, vous m'avez empêché parce que j'étais en train de dire on est à la fin d'un cycle, et ce qui est très important, c'est que le nouveau méga cycle a commencé. C'est pas qu'il va commencer, c'est pas que c'est quelque chose d'utopique et que l'on est peut-être en train de réfléchir ici. Non, il a commencé. Il est devant nos yeux, c'est-à-dire l'humanité a de nouveaux outils incroyables pour vivre différemment. Ça a commencé, et peut-être effectivement qu'en Europe, en France, on est parmi les plus rétifs. Ce que disait d'ailleurs Mario Draghi, qui est pas forcément quelqu'un qui est totalement utopique, ancien patron de la Banque Centrale Européenne, quand il fait son rapport à la septembre 2024, il dit l'Europe est dans le rétroviseur. Il regarde le passé sans cesse, et d'ailleurs ça se voit. Et d'ailleurs on commence à avoir vraiment des conséquences graves. Peut-être que ceux qui sont le plus dans les rétroviseurs en Europe, ce sont les Français. Oui. Ah bon, vous pensez? Oui, bien sûr. Notre pesanteur du passé, elle s'exprime par le fait que nous disons nous ne pouvons pas réformer, nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas évoluer, et d'ailleurs nous avons un déficit qui ne cesse de croître. Je le disais, la sécu hors de contrôle. Non, c'est grave ce qu'on est en train de dire. Là, ce sont des gens qui sont quand même aussi pas forcément classés parmi les alarmistes les plus, on va dire, extrêmes que l'on va retrouver dans notre République. Le patron de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes, qui dit la dépense sociale peut être dans une crise de liquidité. Et la crise de liquidité, il faut bien entendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous payer. C'est ça qu'on est en train de dire. Quand on est en train de dire la dette est hors de contrôle, ça veut dire qu'on peut taper maintenant le mur de la dette. Alors je sais bien qu'on va me dire oui, mais ça fait des années que vous dites ça, etc. C'est quelque chose évidemment qui nous fait peur, c'est pour faire passer des... Non. On est dans une situation où concrètement, vous avez le 9 avril dernier, le président de l'État le plus puissant du monde, qui s'appelle les États-Unis, a été obligé de revenir totalement sur sa politique parce que il a eu dans la nuit une crise de sa dette. C'est-à-dire, là, il faut rappeler, Donald Trump, le 9 avril, il a annulé toutes ses réformes, tous ses décrets, parce que d'un seul coup, on lui disait, tu places plus la dette américaine.
Il y a 2 ans et demi, une première ministre anglaise, la Grande-Bretagne, c'est exactement l'équivalent de la France sans puissance, a été démissionnée après moins de 50 jours de pouvoir parce que le FMI était en train de dire, écoutez, si vous faites ce que vous continuez de vouloir faire, c'est simple, je débarque. La France, pour le moment, depuis des années, est dans le déni parce que nous avons un paratonnerre incroyable qui s'appelle l'euro, qui s'appelle la zone euro. Vertueuse, avec un déficit à moins de 3%, excédentaire en commerce extérieur, et donc par conséquent qui n'a pas d'attaque sur la monnaie, et qui peut abriter en son sein, ni vu ni connu, la deuxième puissance économique de la zone euro, elle, déficitaire de partout. Et donc là, nous avons, c'est vrai que la France, vous voyez, n'a pas d'avantage, c'est que juste elle est dans une logique rétroviseur, c'est-à-dire elle refuse de faire les réformes de fond qui vont lui permettre de rentrer dans l'autre monde. C'est pas que tout d'un coup ça va vous faire un coup de baguette magique, c'est qu'on a besoin de ça pour dire on va se projeter dans un avenir. Oui, alors quand vous dites elle refuse, c'est vrai, enfin c'est population et puis des politiques peut-être aussi qui renoncent par manque de courage, mais en même temps ils ne sont peut-être pas forcément salués. Et puis dès qu'ils s'y attaquent, on leur tape dessus également, quoi. Vous savez, vous regardez par exemple un pays qui a fait des réformes incroyables, l'Espagne, le Portugal, qui ont fait des réformes incroyables. Parce que vous voyez, les politiques ressemblent à leurs électeurs. C'est que quand le politique ressent le message de sa population, bah, en fait, il y va. Et là, vous pouvez être droite, gauche, faut rappeler, les grandes réformes les plus rudes qu'on ait eues en Espagne. Et toujours pareil. Évidemment, quand vous rentrez dedans, c'est terrible. C'est clair. L'autre jour, j'étais dans une émission de télé, il y avait une question en disant est-ce qu'on peut remettre à plat les finances publiques françaises sans avoir de baisse de pouvoir d'achat? Mais si vous vous dites non mais vous inquiétez pas, on n'aura pas de rigueur, non ça va être un peu dur, mais non mais là on se trompe évidemment. Oui on va avoir quelque chose de dur, mais pas forcément longtemps. 1 an, 2 ans, c'est ce qui s'est passé en Espagne, et beaucoup plus vite. Sauf qu'on a l'impression que le mal est plus profond chez nous, Philippe de Sertine. Ah bah c'est sûr. Plus ça dure, plus ça s'approfondit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai. Et puis on a multiplié les couches depuis des années dans tous les secteurs. On est d'accord. Et là, nous sommes avec vraiment des questions, vous voyez, sur lesquelles la question de la dépense publique est totalement posée. Mais quand on dit c'est tout à reprendre, ça ne veut pas dire faire des coupes en disant on va tout supprimer parce que vous comprenez, ça ne tient pas. C'est clair qu'à la fin, il va falloir qu'on soit avec un total qui soit plus faible qu'avant. Mais c'est peut-être aussi en reprenant, on va dire, grand poste par grand poste, comment peut-on fonctionner différemment. Vous voyez, c'est-à-dire à quel moment, en réalité, on est dans une logique où systématiquement, il y a un problème, on rajoute de la dépense. En disant vous avez un problème dans l'éducation nationale. Ah ben vous inquiétez pas, j'ai décidé dans le premier budget, dans le ministère des Armées, on vient de faire ça, vous avez de la défense, pardon. Mais là en ce moment on a tendance à moins parler de la défense. Mais donc en disant il y a un problème, on met plus d'argent. Attends, simplement, est-ce que tu peux regarder comment ça fonctionne? D'où viennent les dysfonctionnements? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi par exemple, je parle de l'éducation que je connais évidemment, mais dans la défense, tu as énormément de gens qui sont là pour appliquer des règles, des règlements. C'est pas des gens qui sont soldats, c'est juste que vous avez une dépense qui à l'hôpital, pareil. L'hôpital, qui est une logique centralisée, verticale, est-ce que c'est encore adapté aujourd'hui? C'est ça les questions qu'il faut poser. Les questions de fond, remettre tout à plat. Je dis, moi, c'est l'instant 58. Vous voyez, c'est-à-dire 1958, quand on a le général de Gaulle qui revient au pouvoir. À l'époque, c'est la guerre. Donc, il y a un général qui revient parce que c'est la guerre. Mais il va déléguer à 2 économistes ou financiers, Pinet et Rueff, en leur disant, tu remets tout à plat. Je veux en 2 ans que tout soit remis à plat et qu'on ait le pays qui soit prêt pour une phase nouvelle. C'est ça qui est aujourd'hui devant nous en France. Bon, alors ça c'est une question et un choix politique des Français en... Exactement, des Français, vous avez raison. Des Français, et puis ensuite des personnes qui seront au pouvoir en manette. Enfin, ça peut se faire aussi maintenant, parce qu'il y a des personnes en fait au pouvoir en manette. Juste Patrick Roger, ça peut être aussi une question qui est imposée. C'est-à-dire que si vous avez une crise de la dette comme ont eu les États-Unis ou l'Angleterre, il est très possible que vous ayez une grosse crise politique. Et si vous n'avez pas 10 sous, vous n'avez pas de majorité, vous savez comment ça se finit, ça. Ça se finit par un gouvernement technique. Oui, c'est vrai. Juste d'un mot par rapport à la TVA sociale, cette idée dans l'air relancée par François Bayrou, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée si vous faites que ça. C'est-à-dire, il faut mettre peut-être, vous avez dit en économie, c'est un peu rébarbatif, il y a des chiffres. Ce qui rapporte le plus, en fait, pour la dépense, pour l'ensemble des dépenses publiques françaises,
les cotisations sociales, 300 milliards. Deuxième, la TVA, 220 milliards. Donc là, on est sur la TVA. Un point de TVA, 13 milliards. Lorsque vous regardez après, vous avez la CSG. C'est pas considéré comme un impôt, mais vous voyez, tout le monde le paye. Donc c'est 120 milliards. Pour rappel, l'impôt sur le revenu... On rappelle qu'initialement, ça ne devait pas durer, forcément. Ah oui, il y en a pas mal comme ça, des impôts temporaires. En France, là, on est des grands spécialistes. L'impôt sur le revenu, 88. Vous voyez, donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes montants. Donc c'est clair, la TVA, c'est évidemment la solution. On n'a pas une TVA forcément la plus élevée du monde, alors que dans les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire quand vous faites le total, on est les plus lourds du monde, entre 1 et 2. C'est-à-dire que bien avoir conscience, quand on est en train de dire on va rajouter de la dépense, en fait, on va être encore pire qu'avant. Si vous faites pas en même temps, des économies, en même temps, ça fait presque politique, simultanément, l'approche de l'audit complet de toutes nos dépenses, absolument toutes, de l'État. Le premier déficit, c'est l'État, les collectivités locales et l'ensemble des dépenses, on va dire, dissociales. Un rappel, toujours pareil sur les montants, 388 la retraite, 310 la santé. C'est-à-dire, vous avez déjà, vous voyez, on est 446 l'État, quoi. Vous voyez, donc on est vraiment avec des montants. On voit bien là où il y a les problèmes, là où on peut éventuellement travailler, tout remettre à plat. Parce que si vous faites pas ça, en réalité, vous allez avoir sans arrêt des gens qui vont dire mais pourquoi c'est moi qui paye et pas l'autre. Bien sûr. Allez, nous poursuivons avec vous. C'est passionnant, Philippe de Sertine, l'horizon des possibles. On va revenir en fait aussi sur des pistes que vous évoquez pour construire le siècle qui vient. C'est votre livre, La vérité en face sur Sud Radio, jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Philippe de Sertine, l'horizon des possibles, économie, innovation et écologie. Construire le siècle qui vient. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Bon, on s'est arrêté en fait sur la France. Vous voyez les choses à l'échelle planétaire. Et par exemple, sur la population, nous sommes environ 8 milliards et demi aujourd'hui. Pas tout à fait et demi encore, mais 8 milliards, presque 300 millions. On disait d'ailleurs qu'il y avait un déclin de la démographie. Finalement, à l'échelle mondiale, la population augmente parce que continue de croître. Notamment, il y a le vieillissement. On veut tous vivre le plus longtemps possible, quoi. Oui, et d'ailleurs, vous voyez, on fait la transition avec la France, qui va être le problème majeur des pays riches, c'est que la démographie continue d'augmenter. Alors, c'est le taux de croissance qui s'atténue légèrement, mais la démographie mondiale continue d'augmenter, avec effectivement des zones très très dynamiques. L'Afrique, l'Afrique va dépasser la démographie asiatique. Les Asiatiques aujourd'hui 4 milliards et demi, 4 milliards 7, 4 milliards 8 même, pour être vraiment sur les derniers chiffres. L'Afrique est à 1 milliard, un peu plus, 1 milliard 400 millions. Vous vous rendez compte, d'ici la fin du siècle, en fait, la démographie africaine va dépasser la démographie asiatique. Donc on est sur une trajectoire là où effectivement vous avez beaucoup de jeunes en Afrique. Mais dans le reste du monde, et y compris dans les pays pauvres, comme vous disiez, c'est l'augmentation d'espérance de vie qui est aussi ce qui va alimenter le plus l'augmentation démographique. C'est-à-dire, c'est une population humaine de plus en plus vieille. Et on est très content. Nous, en Europe, en France, vous voyez, on a une espérance de vie à 82 ans. On est ravis. Évidemment, quand vous êtes au Nigeria, vous avez 55 ans. Soit vous venez en France, soit vous voudriez aussi avoir 82 ans d'espérance de vie. Quelles vont être les conséquences très concrètes, alors, à l'échelle de la planète? Parce qu'on dit souvent que nous sommes trop nombreux. C'est un discours de certains en disant on est trop nombreux. Les pays riches en général. Non, mais c'est vrai. Non, mais on est nombreux. Non, mais parce que notre planète souffre un petit peu. Vous l'abordez beaucoup, d'ailleurs, dans votre livre, sur la période, en fait, Covid. Alors, elle a respiré la planète, mais c'est vrai que les gens s'étaient arrêtés de vivre, ils sont restés cloîtrés chez eux. Donc on ne va pas aller vers ça en fait demain. Donc est-ce que la planète peut absorber autant de personnes? Alors la planète peut sans problème, mais évidemment pas en fonctionnant comme aujourd'hui. Ça c'est clair, c'est-à-dire le mode de fonctionnement que d'ailleurs entre parenthèses l'Occident a inventé, qui est largement minoritaire dans la population mondiale, très très largement minoritaire par rapport à ce que nous disions à l'instant sur les grandes masses des autres continents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nourrir. Déjà, aujourd'hui, juste avec l'agriculture d'aujourd'hui, on pourrait nourrir 30% de population en plus. On perd 30% dans l'année de notre production agricole. Donc, juste ça, vous avez cette question. Après, vous avez un mode de fonctionnement de l'humanité issu de la société industrielle qui concentre les humains dans des villes. C'est-à-dire ce qui frappe. Alors, j'ai jamais été dans un satellite autour de la Terre, mais ce qui frappe quand vous regardez les photos satellitaires, c'est que la Terre est un désert, en fait. Vous avez un désert entre les océans et les terres, et vous avez des endroits, vous avez des masses d'humains. On voit, c'est lumineux quand c'est pris, évidemment, la nuit, notamment. Très frappant. Vous voyez un espèce de point lumineux, des millions et des millions de gens, et zéro à côté. New York était l'emblème d'avant, c'est ce que vous dites, et aujourd'hui, ça va changer. Là, j'ai du mal à comprendre. Ça va être décentralisé et déconcentré. C'est-à-dire quand vous êtes en train de regarder déjà ce qui se passe, et je répète,
fait. Hein. C'est pas des incantations ou des propositions. C'est une observation de ce qui se passe. Vous voyez qu'après la verticalité qui a été la logique industrielle, nous sommes rentrés dans une logique horizontale. Dans une logique horizontale à tout point de vue. Hein. Quand on est en train de parler de crypto-actifs, de bitcoin, ça veut dire qu'on commence à créer de la monnaie sans passer par la banque centrale. Vous voyez, c'est vraiment exactement l'élément symbolique. Quand vous êtes dans une organisation, y compris Sud Radio, on va dire on fait diminuer aujourd'hui les lignes hiérarchiques. C'est-à-dire on aplatit tout. Et donc évidemment, on a cette question sur l'aplatissement du mode de vie des humains. C'est-à-dire, oui, la vraie question, et évidemment qui nous pose question à la France quand nous sommes en train de dire il faut construire des tours. C'est aujourd'hui plus rationnel si je garde le système d'avant. C'est-à-dire, si je garde le système d'avant, je dis, ah non, mais faut pas que les gens habitent de façon étalée. Ça tombe pas bien, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on voit bien, vous construisez des tours à la Défense, en ce moment, elles sont vides. C'est vrai. Mais on continue. On continue en disant, enfin, non, mais pas toutes vides, faut pas exagérer, mais bon. On n'a jamais eu un taux aussi faible de remplissage. C'est vrai. On a près de 30% des tours, aujourd'hui à la Défense, qui sont visés. Vous savez ce que vous voyez à la Défense? Des chantiers pour construire des tours encore plus hautes, dont un magnifique qui va être la tour totale. Donc ça veut dire que là, vous êtes avec le rétroviseur. Là, vous êtes exactement avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec des lois qui vous disent ah non mais c'est mieux, il faut faire ça. Mais les gens, s'ils ne veulent pas, vous ne pourrez pas le faire. C'est-à-dire que là, en plus, on est avec tout petit pays, quoi, 65 millions de Français. Bon, ça va, ça se gère. Vous êtes 8 milliards d'humains. Si vous leur expliquez qu'il faut faire ça parce qu'il faut, mais ils veulent pas, vous y arriverez pas. Non, ça c'est vrai. Là, dites-moi un dernier mot, Philippe de Sertine. L'intelligence artificielle, on dit que c'est la nouvelle révolution là, qui arrive et qui. Est-ce que elle va être positive? Parce qu'on a toujours une interrogation avec le progrès technique. Il nous apporte des choses et il y a des contraintes en fait derrière. Ou en tout cas, il y a des peurs. En tout cas, vous voyez ça, je dirais des peurs comme celles que suscite l'IA, l'intelligence artificielle générative, hein, c'est-à-dire vraiment celle qui est apparue depuis 2 ans et demi, si on fait vite, on va dire ChatGPT, quoi, si vous voulez. Là, les scientifiques ont dit, oula, l'humanité là va très 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 loin. Ça rappelle vraiment les débats quand on a eu l'atome et la bombe atomique, en disant est-ce que les humains là sont pas en train d'inventer l'outil qui peut les faire disparaître? Eh ben il faut le regarder de façon différemment, en disant est-ce que les humains sont pas en train d'inventer l'outil dont ils ont besoin pour changer radicalement de modèle, c'est-à-dire pour gagner du temps de vie concrètement, hein, si on est très très concret, gagner du temps de vie. Quand vous êtes médecin, vous passez 80% de votre temps à faire de la paperasse. Oui, c'est vrai. Là, ça ira beaucoup plus vite. Même à chercher les radios. Sur les radios, vous passez une radio. Aujourd'hui, on va comparer avec d'autres radios pour trouver la maladie éventuellement. Mais il y aura toujours besoin de l'œil du médecin. Quand vous êtes un boulanger aujourd'hui, un petit patron d'un petit commerce, il va dire mais je suis submergé par le temps où je fais des choses qui ne sont pas mon métier. L'IA générative est en train de vous dire ça. Donc vous allez maintenant, on vous propose un outil. Elle va pas faire le pain. Mais pas du tout. Et alors là, ça va être une revalorisation des métiers manuels. C'est ce que l'on dit avec l'intelligence artificielle. Exactement. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir travailler selon leurs compétences. Et si chacun d'entre nous réfléchit au temps qu'il perd chaque jour à ne pas faire ce qu'il aime, là où il est spécialiste, vous dites mais en fait il y a des gains fondamentaux, énormes, gigantesques. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des migrations de valeurs en ce moment qui se passent sur justement tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Nvidia, pour juste prendre cet exemple. L'entreprise qui est complètement associée aux puces qui sont utilisées par l'IA générative, il y a 10 ans valait 10 milliards. Aujourd'hui, elle vaut 3 000 milliards, c'est la 2e valeur du monde. Elle n'est pas européenne. J'ai oublié d'investir, tiens. Mais ça c'est dommage. Mais, vous voyez, mais Nvidia aussi d'ailleurs subit des variations. Si notre face de notre dette, 10 milliards c'était la valeur de Renault, Renault vaut 14 milliards aujourd'hui. Si on avait eu un Nvidia, on n'aurait plus 10 milliards, on peut faire. On aurait 3 000 milliards en face, tout d'un coup le même prix que notre dette. Vous voyez, en termes de bilan, vous auriez rééquilibré. Bon, l'horizon des possibles, je vous invite à lire ce livre de Philippe de Sertine aux éditions Robert Laffont. C'est intéressant parce que évidemment il y a des choses qui ne vont pas et puis on peut aller vers du mieux aussi à condition de prendre de bonnes décisions. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Merci Philippe de Sertine. Dans un instant c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, la partie média et ensuite les débats qui continuent évidemment sur Sud Radio.